Donc on va commencer sur cette tome 1 sur l'épidémiologie des pathologies duelles. Mais je vais surtout donner la parole à Bruno Falissard pour la gestion de cette plénière. Merci Bruno. Donc j'ai le plaisir de vous présenter, d'introduire cette session sur l'épidémiologie de l'alcool et la dépression. Jürgen Mem, le premier intervenant, qui est directeur exécutif de l'Institut pour la recherche de politique mentale à Campbell, à Toronto. Il est président de l'unité de politique en matière d'addiction à Toronto. Il s'intéresse aux politiques dans le domaine de la toxicomanie. Il a reçu beaucoup de titres de décoration. Nous sommes vraiment à l'écoute de ce que vous avez à nous dire, Jürgen. Merci beaucoup et merci pour venir. Je ne vais pas parler et continuer en français. Mon français non est suffisamment, mais je peux répondre à questions en français. OK. Je vais vous parler donc de l'alcool et des dépressions. Que savons-nous de leur réciprocité? En gros, ce que je me propose de vous faire comprendre, c'est la chose suivante. Je vais essayer de résoudre certains des mystères relatifs à la causation, la réciprocité, mais je vais vous proposer d'autres questions auxquelles réfléchir. Commençons par quelque chose de factuel, de simple. Vous savez qu'il existe une association forte entre la consommation excessive d'alcool et la dépression. Tout un chacun le sait, qui fait de la recherche clinique, qui s'intéresse à la planification. L'alcool est un facteur d'addiction, de dépression et de beaucoup d'autres pathologies mentales qui lui sont associées. En général, il y a deux doubles risques, double par rapport à ce quoi on pourrait s'attendre sur un échantillon reflétant la population mondiale. Vous voyez cette méta-analyse qui a été publiée il y a 2 mois de cela. C'est une catégorie qui va au-delà des troubles de l'humeur ou de l'addiction, mais c'est une catégorie qui est fortement dominée par la dépression. C'est la catégorie qui y figure de la façon la plus évidente. D'autres résultats importants que l'on doit à d'autres études, avec une analyse, par exemple, d'un échantillon représentatif de plus de 50 000 personnes. Et le odds ratio pour la dépression majeure chez les gens qui consomment de l'alcool, 2,3, et chez les personnes qui sont déprimées, l'odds ratio est de 2,1. Ensuite, beaucoup d'études démontrent une association. On pouvait s'y attendre. Je ne citerai que 2 études. Une analyse combinée qui remonte à 2020, qui montre que si vous avez un problème d'alcool, cela veut dire si vous avez une déprimée, il y a 15 ou 16% de chances d'avoir des problèmes psychologiques. Et si vous avez un problème d'alcool,
vous avez autant de risques, 12 fois plus d'avoir ces troubles. Une dernière méta-analyse sur le risque de comorbidité qui vient d'être publiée, le risque d'avoir d'AUD concurrente 2,3. Si l'ajuste, c'est un peu plus haut. Et pour le risque, la période, vous voyez que le risque se situe entre 2,7 et ajusté 2. Vous voyez donc que cette association est évidente. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ça nous dit de la causalité, de la réciprocité? Est-ce que ça veut dire que les autres chacune a un impact sur l'autre facteur, ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard d'autres raisons? Dans la littérature, 3 théories sont présentées. La première, c'est que les troubles dépressifs majorent le risque de surconsommation d'alcool, ceci étant en général expliqué par ce qu'on appelle l'hypothèse de l'automédication, c'est-à-dire que les gens commencent à boire ou à boire de plus en plus parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils estiment ou ils croient que l'alcool va finalement soulager leurs symptômes dépressifs. Et pour obtenir ce soulagement, ils boivent de plus en plus et certains se retrouvent avec une pathologie alcoolique. Ça, c'est une hypothèse tout à fait plausible. Plusieurs études, d'ailleurs, l'ont démontré. C'est effectivement un phénomène que l'on retrouve. Deuxième possibilité, l'alcoolisme augmente le risque de dépression parce qu'il y a des modifications qui interviennent au métabolisme. On a étudié la fonction des neurotransmetteurs ou encore il pourrait s'agir des conséquences de problèmes d'alcoolisme sur la vie relationnelle, la vie sociale des gens. Une autre étude qui montre que l'abus d'alcool peut être relié à une dégringolade, si je puis dire, sur l'échelle sociale, c'est-à-dire chômage à la clé, problèmes familiaux, etc., qui peuvent déclencher la dépression. Deuxième hypothèse. Ces deux pathologies, d'ailleurs, peuvent se rejoindre. Il y a un facteur de vulnérabilité génétique ou des facteurs de risque qui peuvent être communs. Ce sont deux hypothèses qui disent que la pathologie duelle, c'est-à-dire surconsommation d'alcool et dépression, ne sont pas dues au fait que l'une causerait l'autre, mais parce qu'il y a des raisons tierces qui auraient des répercussions sur chacun de ces troubles. Voilà, 3 mécanismes donc qui ont été proposés, mais là il s'agit de postulats à ce stade, dans différents auteurs, différentes études. Troisième hypothèse maintenant, comme quoi il n'y aura pas de lien de réciprocité ou de causalité, parce que les études épidémiologiques comme les études génétiques montrent que c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire en gros que toutes les analyses qui ont été faites ne peuvent pas identifier des facteurs de risque qui permettraient d'expliquer une éventuelle association entre l'abus d'alcool et la dépression, ou du moins elle ne le démontrerait pas suffisamment. Elle ne suffirait pas à expliquer de telles variations, de sorte qu'on ne peut pas dire ceci peut être expliqué par tel ou tel facteur de risque A, B, C ou D. Non, non, on n'a pas constaté cela. Et toutes les tentatives qui ont été faites pour montrer ou tenter de prouver la chose ont été soldées par un échec.
En termes de susceptibilité génétique, là, il y a un quasi-consensus, à une ou deux exceptions près, comme quoi c'est troubles dus à l'alcoolisme et l'AD viennent ou proviennent de facteurs génétiques distincts. Alors, je cite bien sûr ici les conclusions de Kendler et de Gronsider et son équipe. Alors, si on ne peut pas expliquer l'association de ces deux en faisant jouer un tiers facteur, ceci nous pose cette question, lequel joue le rôle le plus important et est plus causateur? Alors, je n'essaie pas de vous proposer une explication comme quoi toutes les dépressions seraient dues à la consommation excessive d'alcool ou comme quoi ce serait l'inverse. De toute évidence, il n'en est rien. Il existe certaines associations. Certaines sont simplement dues au hasard parce que ces deux pathologies, ces deux symptômes sont les pathologies les plus importantes en nombre dans nos sociétés modernes. Je voudrais expliquer le fait qu'il y a, ce n'est pas simplement le hasard qui est dû cette surconsommation et cette dépression. Alors c'est peut-être, il y a une voie qui fait le lien, un lien autre qui existerait entre ces deux phénomènes. Dans ces deux l'ICD ou le DSM, vous voyez qu'on diagnostique la dépression induite par l'alcool, ce qui fait partie d'une catégorie plus importante. C'est la dépression induite par la prise de médicaments ou de drogues. C'est un concept qu'on le retrouve également dans l'ICD 10, pas seulement dans le ICD 11, que l'on définit ainsi. Alors, je ne vais pas, bien sûr, vous donner faire la lecture de ce texte détaillé. En gros, on sait que les substances peuvent induire une certaine dépression et dans ce cas, la dépression va céder dès que la prise de substance est interrompue. Ce sont des critères qui sont relativement vagues. Et du fait qu'ils sont relativement vagues, ces concepts, on peut dire qu'il y a une corrélation, il y a certes comorbidité, mais il n'y a pas d'autre explication qu'on puisse fournir au fait que le trouble dépressif n'est pas induit par la prise de drogue. En général, les gens ne prennent même pas ne mènent pas des recherches systématiques dans leur protocole. Donc, on peut dire, en gros, que ceci représente moins de 20% de tous les cas de dépression. C'est une catégorie sous-utilisée. On n'est pas, d'ailleurs, si c'est à juste titre qu'elle est sous-utilisée, mais toujours dit qu'elle existe, ces sous-catégories. Donc, il y a certaines dépressions qui pourraient être causées par la consommation d'alcool. Alors, j'ai déjà parlé de la dépression induite par la consommation d'alcool. Voilà, c'est fait. J'arrive maintenant à la suite et je commence par une étude qui a vraiment fait date en 2009. Pourquoi a-t-elle fait date, cette étude? Eh bien, parce que c'est une étude longitudinale qui a duré très longtemps, avec plus de 1000 personnes incluses. Personne n'est sorti de l'étude, ou quasiment personne, et les gens ont été étudiés depuis l'adolescence pendant une vingtaine d'années. Beaucoup de ces jeunes étaient des enfants au départ qui ont eu
à la fois des signes de consommation excessive d'alcool et de dépression. Et au plan statistique, c'est une étude très sophistiquée qui a recours à 3 âges. Vous voyez les 3 fourchettes, 17-18, 20-21 et 24-25. Dans la terminologie, MD, c'est dépression majeure et l'autre, c'est la dépendance à l'alcool. Pourquoi je précise la chose? C'est que j'ai conservé cette terminologie, je l'ai reprise, parce que ça ne sert à rien de superposer ma terminologie à la leur qui est tout à fait adéquate. Alors, c'est une étude très intéressante. Ce qu'ils estiment sur 3 moments, le premier en bas et le dernier en haut, les relations réciproques, c'est-à-dire qu'en tenant compte de certaines contraintes statistiques, on peut se poser la question de savoir s'il y a bien sûr un écart de temps dans la relation ou une réciprocité. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que l'effet de l'alcoolisme sur la dépression est important, alors que l'effet d'une dépression majeure sur les problèmes de consommation d'alcool ne sont pas significatifs. Alors, c'est un modèle avec un écart moyen correct et une bonne correspondance. La seule modélisation menée est vraiment significative avec une bonne correspondance des statistiques, alors que lorsque l'on modélise le lien entre la dépression majeure et le problème de consommation, c'est positif, significatif, mais l'effet de taille est bien moindre. Ce qui signifie qu'à partir de cette analyse, il est apparu clairement que la majorité des comorbidités supplémentaires venaient probablement de l'utilisation d'alcool et des problèmes de consommation. C'est donc un modèle qui a une certaine endogénéité, puisque certaines des statistiques ont davantage de contrôle que la moyenne. La conclusion des auteurs a disparu, mais ce que je peux vous dire, c'est que Ferguson et ses collègues ont conclu que les problèmes de consommation d'alcool pouvaient être vus comme un facteur de risque majeur de dépression, ce qui les a amenés à la conclusion que plus de 50% des co-occurrences d'alcool et de dépression venaient en fait des problèmes d'alcoolisme. Et dans un autre article 2 ans plus tard, où ils ont vraiment étudié toute la littérature, ils ont répété tout cela. Je vous montre une autre étude qui n'est pas encore publiée d'ailleurs. C'est une étude d'Aurélie Lasserre avec un groupe à Toronto. Et ils ont étudié des données anciennes ou assez anciennes et étudié les enquêtes de population avec 34 000 participants dans la première vague et 43 000, dit l'orateur, dans la vague 1 et 34 000 dans la deuxième vague. Et comme c'est une enquête très, très importante, on a bien sûr des taux beaucoup plus des taux de perdu de vue plus importants que dans les petites études où, au bout d'un moment, les participants faisaient presque partie de l'équipe. Donc, nous avons essayé d'expliquer
la profondeur de désespoir. En fait, ce que je vais vous montrer ici, ce sont les différentes caractéristiques. Vous voyez comment les troubles d'alcoolisme peuvent permettre de prévoir la dépression. On a celui qui ne boit pas pendant toute sa vie, qui est la catégorie de référence, le témoin. Ensuite, vous voyez le buveur avec un problème d'alcoolisme léger, modéré ou sévère. Et vous voyez que plus votre problème d'alcool est important, plus vous avez un risque relatif d'être dépressif. Ces relations sont importants du point de vue de l'odds ratio, mais aussi du point de vue de la tendance, c'est-à-dire qu'elles sont clairement séparées les unes des autres. Je voudrais mentionner également le fait que la consommation d'alcool en elle-même, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de boire de l'alcool mais qui ne sont pas dépendants à l'alcool et qui n'ont pas de problème de consommation d'alcool, ont également un fort risque de dépression quand ils boivent beaucoup, par exemple plus de 100 grammes par jour pour un homme, soit une bouteille et demie de vin, enfin ça dépend du degré d'alcool du vin, et pour les femmes, il s'agissait de 60 grammes, soit 5 verres de vin. Alors, qu'en est-il de la dépression? La dépression ne permet pas de prévoir les problèmes de consommation d'alcool sur 2 ans. Il semble donc que l'effet de l'alcool sur la dépression soit beaucoup plus important que l'effet de la dépression sur l'alcool. Il existe, mais il n'est pas significatif. Quelle a été la conclusion? Le risque d'avoir un trouble dépressif incident a augmenté progressivement en fonction de la sévérité du problème d'alcoolisme. Et cela, cela est vrai aussi avec ceux qui avaient des troubles dépressifs auparavant. Dans la catégorie socio-économique basse, c'est-à-dire les pauvres, ça représente aussi un facteur de risque indépendant d'alcoolisme et de dépression, mais ça ne modifie pas le lien entre les deux. Les troubles dépressifs ne sont pas liés de manière significative avec le risque d'alcoolisme incident. Alors, bien qu'on ait eu 40 000 dans la première vague, vous avez vu le nombre de dépressifs, le nombre de personnes qui avaient des problèmes de consommation d'alcool. Et bien entendu, on n'avait pas assez d'échantillons pour modéliser les catégories socio-économiques sur une triple action, avec une troisième vague. En fait, le résultat est cohérent avec la relation de cause à effet entre l'alcoolisme et la dépression. Ce sont donc les 2 principales études qui étaient sous contrôle. Là, vous avez une méta-analyse qui remonte à l'année dernière. Elle est de qualité moyenne parce qu'il y a pas mal de problèmes dans la méta-analyse, mais fondamentalement, elle est arrivée au même résultat que les 2 autres, dans les 42 études.
Le risque d'alcoolique qui risquait de présenter des symptômes de dépression subséquents était assez élevé, avec un intervalle de confiance de 95%. Et de manière générale, dans la littérature, on observe les mêmes résultats. Mais comme je l'ai dit auparavant, il y a deux problèmes dans ces analyses. Tout d'abord, la qualité de chacune des études dans ces 42 études n'était pas forcément très bonne. Et par ailleurs, la méthode de méta-analyse avec les caractères d'inclusion et d'exclusion n'était peut-être pas la meilleure. Mais néanmoins, il semble que même si on avait procédé à une autre méta-analyse, on aurait eu les mêmes résultats de lien entre l'alcoolisme et la dépression. Donc, et plus vous regardez d'études, plus il semble que les troubles d'alcool aient un impact sur la dépression. Alors, conclusion et causalité. Si on a trouvé des liens de causalité dans les deux sens, l'impact d'une forte tendance à la boisson sur la dépression semble plus important que l'inverse. Ce résultat a été confirmé dans plusieurs études sous contrôle, mais bien entendu, on ne peut pas manipuler les éléments d'alcool et de dépression chez les gens pour induire un certain résultat. Donc, on ne peut pas procéder à des contrôles expérimentaux. Par ailleurs, outre le fait de causer la dépression, les troubles de consommation d'alcool ont, d'après ce qu'on a observé, empirer la progression des troubles dépressifs, ce qu'ont montré 3 méta-études, dont l'une avec un ajustement dose-réponse. En conclusion, que peut-on conclure pour le traitement? Si vous avez des troubles concurrents et vous pensez que l'un peut être la cause de l'autre, cela peut vous amener à une conclusion pour le traitement. Les directives de Nice, qui sont probablement celles qui sont le plus citées au plan international, donnent des directives de traitement. Pour les personnes qui ont des problèmes de consommation d'alcool et une dépression ou une anxiété en comorbidité, il faut d'abord traiter le problème d'alcool, ce qui risque d'améliorer de manière significative la dépression et l'anxiété. Si la dépression et l'anxiété se poursuivent ensuite au bout de 3 ou 4 semaines d'abstinence, à ce moment-là, il faut envoyer les patients à un spécialiste. Ou si vous estimez que vous êtes également spécialisé dans le traitement de la dépression, vous devez utiliser les directives Nice correspondantes. Alors, j'ai essayé de résumer ce qui tient en principe sur 30 pages. Mais si vous voulez, à la base, on a démontré que quand vous avez concurrence, quand vous avez troubles d'alcool et troubles dépressifs, la dépression disparaît au bout de 3 ou 4 semaines d'abstinence. Il semble donc, mais cela dépend si c'est une dépression induite par la substance ou une dépression indépendante. Et il y a une autre chose dont je voudrais vous parler, c'est que l'effet du traitement antidépressif semble moins important chez ces patients qui ont cette comorbidité que chez les patients qui sont dépressifs mais sans troubles de consommation d'alcool parallèle.
Ceci étant, la réalité des traitements peut être différente. Quand je regarde les études qui vont dans ce sens, études cliniques sous contrôle, j'en ai cherché, il n'y en a pas. Et les dernières méta-analyses, notamment qui remontent à 2021, n'ont pas observé, n'ont pas trouvé d'études où on avait testé ces recommandations. On la retrouve dans 20 ou 30 études, mais aucune n'a ce système de traitement vérifié par rapport à un autre traitement. Et ça, je pense que c'est une partie du problème. Le problème des SSRI est assez intéressant également parce que dans beaucoup de pays, et je peux vous dire que c'est le cas au Canada, où l'on utilise beaucoup ces problèmes, ces ISRS, on n'a pas, dans les études, observé beaucoup d'efficacité des ISRS pour les personnes qui avaient des comorbidités. Et en fait, je vous ai mis ici un certain nombre d'exemples. Pas de différence significative sur la sévérité de la gravité de la dépression, pas de rémission complète ou de changement dans le risque ratio, le ratio de risque, ni de différence dans le nombre de journées d'abstinence. Alors, on aurait dû introduire une correction pour le nombre de tests effectués. On devrait avoir au moins 3 résultats différents. Alors, un seul, ça n'est pas convaincant. Donc, le nombre de jours de forte consommation d'alcool par semaine, pas de différence importante. Le temps avant la rechute, pas de différence significative. Alors, il y a eu un nouveau réseau de nouvelles méta-analyses qui ont montré un faible effet de ces ISRS sur le statut fonctionnel, pas d'effet fiable sur l'utilisation d'alcool et un plus fort risque d'effets secondaires. Donc, où est-ce que cela nous laisse? En fait, on se pose la question, faut-il en faire davantage? Je ne suis pas très convaincu par des directives qui s'appuient pour l'essentiel sur des données factuelles qui ne sont pas, qui n'ont pas fait l'objet d'études sous contrôle, d'études randomisées sous contrôle. Et il est important de tester les traitements séquentiels. De toute évidence, il faut bien regarder le diagnostic de départ, traiter la dépression et voir ce qui se passe dans les 3 à 4 semaines. Dans l'intervalle, est-ce qu'il faut conseiller fortement de ne pas traiter la dépression dès le départ? Eh bien, vu le fait qu'on n'a pas d'études cliniques qui comparent les traitements, il vaut probablement ne traiter qu'une des 2 comorbidités qu'aucune. Ce que l'on ne sait pas, c'est s'il faut les traiter l'une après l'autre ou ensemble. 2 autres éléments que j'aimerais mentionner.
Aux États-Unis, depuis 2015, il y a eu une réduction de l'espérance de vie. Et cette réduction de l'espérance de vie signifie que depuis 2015, les hommes américains ont perdu plus de 3 ans d'espérance de vie. Alors, bien entendu, il y a eu la Covid, mais tout cela a démarré bien avant la Covid. Et quels étaient les 3 problèmes principaux qui ont entraîné cette chute? Pas les cardiopathies, pas les cancers, pas les suspects habituels, mais la cirrhose du foie, le suicide, et les empoisonnements, c'est-à-dire des overdoses de drogue ou d'alcool. Et tout cela, bien entendu, est lié à l'alcoolémie et à la dépression. Quand on parle de suicide, tout le monde pense à la dépression. Quand on parle de cirrhose, en France, 70% des cirrhoses du foie sont causées par l'alcool. Même si dans la littérature, on trouve beaucoup de cirrhoses qui ne sont pas dues à l'alcool. En tout cas, c'est ce que l'on a observé. La question est, dans quelle mesure le lien entre l'alcoolisme et la dépression, dans quelle mesure impacte-t-il ces décès par désespoir aux États-Unis? Et dans quelle mesure est-ce que les catégories socio-professionnelles influent? Il semble qu'en parallèle, on ait eu une augmentation de l'espérance de vie chez les riches et une diminution chez les pauvres. Et ce problème d'espérance de vie semble toucher davantage les classes moyennes et classes inférieures. Si c'est vraiment le cas, nous devons commencer à faire des modélisations du fardeau de la maladie en fonction de la population afin de voir quel est le lien de causalité. Et c'est quelque chose que nous avons proposé à Seattle, à l'HMI et aussi à l'OMS, car il est important. Car il y a 2 études différentes, une sur l'unité, une qui est menée par l'unité sur la charge de la maladie et une par l'OMS. Voilà, je vous remercie, je suis prêt à répondre à vos questions. Talk. Merci beaucoup de cette présentation. Avez-vous des questions à poser? I will perhaps begin with during the lockdown that we experienced. Pendant le confinement Years. Que nous avons expérimenté ces 2 dernières années, tout le monde a fait des études épidémiologiques sur la consommation d'alcool, la dépression, et dans mon pays, on a observé une courbe en J. A small level of alcohol consumption was negatively correlated. C'est-à-dire qu'on a un petit niveau de consommation d'alcool qui est lié à la dépression, et puis un fort niveau qui est moins lié à la dépression. Alors on a eu du mal à communiquer cela aux journalistes et au grand public. J'en ai parlé avec mes collègues, ils ont décidé de ne pas communiquer sur cette courbe. Et ça me pose problème parce que notre devoir de scientifique est de dire la vérité et d'être honnête. Alors, comme vous vivez dans une culture et un pays différents, qu'en pensez-vous? Eh bien, votre question porte sur 3 points. Le premier est tout à fait clair. Et je pense qu'il faut communiquer nos résultats, qu'ils nous satisfassent ou pas. Et on ne peut pas dire « Ah ben ça aura peut-être des répercussions négatives, les médias vont pas comprendre ».
Il faut rendre compte des résultats, faire de notre mieux pour les interpréter, être assez clair, et ça ne dépend pas du pays. Ensuite, en France, de manière générale, il y a eu un phénomène pendant la Covid, c'est-à-dire que la consommation d'alcool de manière générale a diminué. Et en fait, pourquoi? Parce que c'était plus difficile de l'obtenir, il y avait le confinement, les bars étaient fermés. Mais il y a eu une polarisation, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui ont bu un peu, qui ne buvaient pas beaucoup et qui ont encore réduit leur consommation. Et ceux qui étaient de gros buveurs ou des gens qui avaient des problèmes de consommation d'alcool ont, dans une certaine mesure, augmenté leur consommation. Je n'ai pas les données de France, mais j'ai donné de 3 pays voisins qui présentent tous la même tendance. Donc, on peut supposer à ce moment-là que la dépression va augmenter. Mais le problème de cette courbe, c'est toujours le côté gauche. Est-ce que ce sont des gens qui ne boivent pas, des gens qui n'ont jamais bu? Et c'est ce qui entraîne ces courbes en J. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment vérifié le groupe contrôle, le groupe témoin. Donc, ce que je vérifierai d'abord, c'est quel est le groupe témoin. Est-ce qu'on a un groupe fiable? Et ensuite, d'après la biologie, la courbe attendue, ce serait une courbe assez plate qui monte très vite. Ça ne serait pas une courbe linéaire. On peut s'attendre à une accélération compte tenu des éléments biologiques. I see a question here. Merci. Une question? Merci. Thank you for the quality of Merci de la qualité de votre présentation. Bruno, help me. Vous pensez que la population qui se situe dans les bas niveaux d'alcoolisation, supérieurs à 48 grammes par semaine, c'était the last week, est-ce que la population qui se situe là ou dans les hauts niveaux de consommation, où on peut trouver le facteur de risque le plus important de passage à l'acte suicidaire? Dans laquelle des populations? Dans les bas niveaux ou les hauts niveaux? Parce que les hauts niveaux, forcément, ils luttent contre l'angoisse avec leur consommation importante. Si. Oui. I try to repeat the question just to be sure that. Je vais essayer de répéter la question pour être sûr que je l'ai bien comprise. Vous parlez des niveaux de consommation d'alcool bas ou élevés en fonction du risque de suicide. Ce que l'on a observé, c'est clairement, encore une fois, une courbe qui démarre très plate puis qui accélère. Mais le suicide a 2 mécanismes de causalité liés à l'alcool. Il y en a d'autres, mais les 2 importants, ce sont l'utilisation d'alcool comme raison du suicide, c'est-à-dire vous êtes désespéré, vous ne voyez pas d'issue possible autre que de vous suicider compte tenu de votre addiction ou de votre forte utilisation, votre forte consommation. Ça, c'est un des éléments de causalité. L'autre est lié également à la consommation d'alcool avant le suicide. Ce sont peut-être des gens qui, de manière générale, ne boivent pas tant que ça, mais qui ont besoin de boire pour pouvoir trouver le courage de se suicider. Car la plupart des gens ont tendance à ne pas se suicider. Et même quand ils y pensent, ils ne le font pas, ils ne passent pas à l'acte. Donc, on a beaucoup plus de tentatives de suicide ou il y a beaucoup plus de pensées de suicidaires que de vraies tentatives.
Donc, on a ces deux éléments qui rentrent en ligne de compte. Pour le premier, la courbe est à peu près comme ça, et pour l'autre, de manière générale, les gens qui se suicident dans un pays comme la France, et je me fie par exemple aux statistiques de l'Allemagne, qui est un pays assez semblable, souvent ces gens-là avaient plus de 3 verres, une alcoolémie correspondant en moyenne à plus de 3 verres. Et donc ça joue aussi un rôle, et ça, c'est totalement indépendant de leur consommation d'alcool habituelle. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci infiniment. Just a last question. Une toute dernière question, si vous le voulez bien. Yes, thank you very much. I've just a question for the treatment. Une question concernant le traitement. Est-ce que ça fonctionne? Vous nous avez parlé Agonist, des antagonistes de la sérotonine. can worsen the situation. Another treatment for Un autre traitement pour la dépression peut aider, ou est-ce que c'est uniquement les antidépresseurs? La méta-analyse, globalement, a montré un effet modeste. Des traitements non ISRS sur les TUA. Mais en fait, ce sont des études randomisées contrôlées qui remontent à quand même pas mal d'années. Il n'y a pas eu de nouvelles études sur ce sujet. Il semblerait qu'il y ait un effet modéré d'avers sur l'utilisation de l'alcool, et ça pourrait aider, mais le problème, c'est vraiment lié aux ISRS. Et j'en ai parlé parce que, justement, c'est le traitement le plus largement utilisé pour la dépression dans les comorbidités. Thank you very much, Jürgen. Merci infiniment, Jürgen. Now we are going Nous allons maintenant Professor Matthew passer Hickman. au professeur Matthew I think he's Hickman. okay and online. Can you Je hear crois us, qu'il est en Professor ligne. Hickman? Professeur Hickman, est-ce que vous nous entendez correctement? Oui, je vous entends. Thank you very much. Bye bye. Oui, oui, je vous entends. So, Professor Hickman. Alors, le professeur Hickman est professeur de santé publique et d'épidémiologie à la fac de médecine de Bristol, co-directeur de l'unité de recherche de la protection de santé, des évaluations des sciences comportementales. Il travaille sur les conséquences de santé publique de l'utilisation des drogues, et nous attendons sa présentation avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un va faire passer mes diapositives? D'accord. Merci. Alors, juste un petit mot, je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous. J'aurais vraiment préféré vous rencontrer, Jürgen, vous rencontrer tous et pouvoir sortir un petit peu de mon pays. Malheureusement, je ne peux pas sortir. Donc, mes diapositives seront disponibles sous format PDF, et je serai évidemment prêt à répondre à toutes les questions maintenant ou plus tard. Alors, on m'a demandé de vous parler des traitements par les agonistes et des opiacés et la prévention des décès liés aux drogues et de la mortalité par overdose. Si je vais trop vite pour les interprètes, dites-le moi, parce que je crois qu'il y a des interprètes qui traduisent. Donc, voilà quelques-uns de mes collaborateurs. Voilà le résumé de ma présentation. Un petit résumé juste au cas où nous n'aurions pas le temps de finir parce que nous n'aurions pas suffisamment de temps. Une étude systématique a montré qu'il y avait des preuves cohérentes sur le fait que le traitement par les agonistes et les opioïdes permettent de réduire la transmission du virus HIV et de l'hépatite C, ainsi et améliore également l'issue du traitement pour ces deux maladies. On diminue par 2 le risque de mortalité, le risque
d'overdose et de suicide est également réduit considérablement. Nous avons quelques preuves que d'autres causes de décès diminuent, pathologie hépatique, cancer, maladies cardiovasculaires. Et par contre, on ne trouve pas de démonstration, de preuves des études randomisées contrôlées sur la mortalité. Et il faudra renforcer l'idée selon laquelle ces traitements en prison permettent de réduire les problèmes dans les prisons, surtout les patients quittant les prisons ayant un problème d'utilisation des opiacés, et surtout les patients qui ont des rechutes, des récidives et qui ne sont pas tolérants aux opiacés. Et il y a un risque élevé de décès les 4 premières semaines sur méthadone, mais pas buprenorphine. Je vous montrerai un modèle de preuve sur les bénéfices pour la population d'augmentation des doses d'agonistes des opiacés pour améliorer la rétention. Et je crois qu'il va falloir qu'on commence à évaluer le traitement par les agonistes des opiacés, le TAO, et l'impact sur la population générale, sur la santé de la population en Europe, en France en particulier, et dans d'autres pays. Diapositive suivante, si possible. Is that okay? Oh. Thank you. So this is a little old, but alors, cette diapositive est un petit peu ancienne, mais elle montre une méta-analyse qui a été réalisée sur des études étudiant l'impact du traitement par substitution des opiacés concernant la transmission du virus de VIH. Chaque ligne est une étude individuelle et les petits losanges montrent des études en poule et vous avez l'estimation pondérée de toutes les preuves recueillies. Et si ça va vers la gauche, c'est en faveur des traitements de substitution des opiacés réduisant la transmission du virus VIH et l'amélioration de l'issue du traitement. Et nous voyons que parmi toutes les études du monde entier, il y a une preuve assez forte selon laquelle le traitement par les agonistes des opiacés réduisent la transmission du VIH à environ 40%. Thank you. Ici, nous voyons une méta-analyse concernant l'hépatite. Non, on revient en arrière d'une diapositive, s'il vous plaît, encore. That's it, thank you. Oui, voilà, c'est la bonne. Donc ici, nous avons une méta-analyse concernant la transmission de l'hépatite C avec des études ajustées dans lesquelles il y avait suffisamment d'informations pour ajuster l'effet de l'intervention. Ici, nous avons l'Australie, l'Amérique du Nord et l'Europe. Et il y a 12 études couvrant 6000 participants, dont 1000 cas d'hépatite C. Et nous voyons une preuve cohérente et relativement forte concernant le traitement des agonistes de l'opiacé qui permet de réduire la transmission de 30% avec peu d'hétérogénéité. Après, si on faisait une analyse de Cochrane, on pourrait en reparler, enfin une revue de Cochrane, on pourrait en reparler, mais ce sont des études d'observation, ce ne sont pas des véritables essais. Donc, il y a quand même suffisamment de preuves, même si elles ne sont pas de qualité très élevée, pour aller dans le sens d'une diminution de la transmission de l'hépatite C. Diapositive suivante. Ici, simplement pour vous faire voir des modèles de la modélisation de l'impact de l'association du traitement pour l'hépatite C avec le traitement par TAO dans 3 scénarios différents. Premier scénario, 20% d'hépatite C parmi les participants, 40% dans le panneau du milieu et dans le panneau de droite, on est à 60% d'hépatite C chronique. Donc le modèle nous montre la chose suivante. Combien de traitements faut-il pour diminuer la prévalence de l'hépatite C chronique et la faire passer en dessous de 10% peut-être parmi les utilisateurs de drogues injectées? Et il faudrait
reduce it as a public health burden. Diminuer la charge que cela représente pour le système de santé publique. Et nous voyons que pour chaque scénario, au fur et à mesure que l'on augmente les traitements par TAO, on a une synergie et le nombre de traitements pour l'hépatite C nécessaires dans la population pour réduire la charge sur la santé publique et diminuer. Car ces traitements, en fait, diminuent la réinfection et la transmission dans la population. Next slide, please. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Okay, so I'm going Alors, je vais maintenant looking at mortality now. jeter un coup d'œil à la mortalité. Il s'agit ici d'un extrait d'une revue systématique précédente. Nous voyons le taux de mortalité parmi les personnes qui s'injectent de l'héroïne ou qui utilisent des opiacés et qui ont un trouble d'utilisation des opiacés, et la différence entre le taux de mortalité dans la population qui est toxicomane et qui s'injecte des drogues et la population en général. On a une hétérogénéité ici qui est considérable, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. On voit des différences dans les risques de mortalité à différentes époques, mais également en fonction des zones géographiques. Donc le taux de mortalité parmi les études observationnelles a varié de 0,3 à 9 par 100 personnes par an, de 5% à 9% par an. En total, le taux de mortalité était de 1,7 pour 100 personnes par année. C'est à peu près le taux qu'on a en Europe à l'heure actuelle. Et en général, c'est 10 fois plus élevé que dans la population générale. Next slide, please. Diapositive suivante. Now, Alors, les personnes qui sont toxicodépendantes et ne meurent pas uniquement à cause de leur toxicomanie ou d'un empoisonnement. Ici, vous avez une étude... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 124 études au total. Et ici, nous voyons donc une ventilation parmi les différentes causes de décès. À peu près un tiers, ce sont des décès dus à un empoisonnement ou à la toxicomanie, mais il y a également un risque non négligeable de suicide, comme Jürgen vient de nous le dire, et le taux de suicide parmi les personnes souffrant d'un trouble d'utilisation des opiacés est de 8,5% et presque 10% des causes de décès dans la population. Et puis, il y a d'autres causes importantes, par exemple des infections, des maladies infectieuses, 25% à peu près. Alors, il était intéressant de mettre à jour une revue concernant les traitements par TAO et leur effet sur toutes les mortalités par toutes causes confondues ou les mortalités dues à la toxicomanie ou à une utilisation de drogue. Diapositive suivante, nous voyons maintenant le diagramme PRISMA concernant une étude systématique récente qui a été publiée dans le Journal of Psychiatry récemment, et nous avons les recommandations PRISMA et d'autres recommandations concernant les revues systématiques. Nous voulions faire des études d'observation et des études randomisées contrôlées. Et nous avons donc les patients souffrant de troubles d'utilisation des opioïdes, traitement par agonistes des opiacés, passe au traitement, risque de mortalité, toutes causes confondues, overdose ou autres causes de mortalité. Et pour être inclus, il fallait qu'il y ait une preuve de l'effet sur l'issue du traitement, enfin l'issue de la mortalité, concernant la mortalité, et 36, que l'on puisse comparer les taux de mortalité entre les différentes études.
Et on est à près de 9000 études, mais une fois que sont débarrassés des doublons, on est descendu à 72 publications, dont 22 études randomisées contrôlées potentiellement éligibles et 36 études de cohorte d'observation. Donc si on compare avec les revues précédentes du BMJ, ça veut dire 2 fois plus de cohortes, 6 fois plus de patients et 3 fois plus de suivi en personnes par an. Donc ça valait vraiment le coup là de jeter un coup d'œil à cette mise à jour. Diapositive suivante. Thank you. Merci. So this is the first forest plot from this new review. Voilà donc les premiers forest plots et on voit les preuves concernant les études randomisées contrôlées qui se sont penchées sur le fait que les patients étaient randomisés sous TAO, méthadone, mais buprenorphine quelquefois. Et l'idée c'était de vérifier si le risque de mortalité variait selon que les patients étaient randomisés dans ce groupe ou pas. Et il y avait à peu près 15 études randomisées contrôlées éligibles, 8 en Amérique du Nord, 8 dans des études individuelles, 80% avaient commencé avant 2010, 40 décès seulement étaient signalés et 7 sur les 15 essais randomisés contrôlés ne signalait aucun décès. Si l'on prend les losanges, on a en fait peu de preuves que la mortalité ait été diminuée dans le groupe qui a été randomisé pour le traitement par TAO. Et au final, finalement, cette étude n'a pas suffisamment de puissance. Il n'y avait que 3000 et quelques participants et aucun des essais randomisés n'avait utilisé la survie comme critère principal. Et la plupart du temps, la mortalité était même considérée comme en fait un effet secondaire, un événement indésirable, mais pas un critère. Maintenant, nous avons le résumé, la synthèse des études observationnelles. Et là, on prend la mortalité toutes causes confondues. 36 études de cohorte pour 750 000 participants au total. Presque 2 millions de personnes par an en termes d'observation, avec plus de 20 000 décès pour la totalité des études. Et ce forest plot ici, nous avons pensé l'agréger par géographie. Donc nous avons l'Australie, deuxième panneau l'Asie orientale, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et on a un losange qui résume le niveau de preuve dans toutes les études. Et ce que la confirme ici, c'est qu'il y a une preuve assez forte de l'effet protecteur des TAO mondialement, et toutes les causes confondues de mortalité pour les traitements par TAO étaient d'environ 1% personnes par an contre 2,4% personnes par an sur ceux qui n'étaient pas sous traitement, et le risk ratio en pool était de 0,47%. 0,47. Nous avons regardé les métarégressions et pas trouvé des différences d'effets, aussi bien par année d'études, géographie, âge, sexe, comorbidité, durée du suivi et taille de l'échantillon. C'est une étude de cohorte qui va de 110 à plus de 300 000 participants. Next slide, please. 110 000 à 300 000. Diapositive suivante. Voyons maintenant une confirmation de la métarégression. Il est montré ici que le risque de mortalité diminue lorsque les patients sont traités par agonistes disapiacés, pour les femmes, les hommes, les jeunes qui s'injectaient des drogues ou qui ne prétendaient ne pas s'injecter, patients souffrant d'hépatite C ou séropositifs au VIH. Et concernant la personne qui leur fournissait le traitement, il pouvait s'agir soit d'un spécialiste, soit d'un généraliste, ou bien d'un médecin dans un centre de communauté, un centre social.
Ici, nous avons stratifié la preuve par modalité d'administration du traitement par agonistes des opiacés. 22 études sur la méthadone, c'est le panneau du bas, 8 études sur le buprenorphine, qui est le panneau du haut. Et ici, il s'agit de voir si l'on a ou on n'a pas une preuve que la méthadone permet de réduire le taux de mortalité. Et pour les deux traitements par agonistes des opiacés, il y a un effet important. Le méthadone, on est à 0,47 de risk ratio, le buprenorphine 0,34 de risk ratio. Next slide, please. Diapositive suivante. Alors, cette diapositive synthétise les preuves concernant les différentes causes de décès. Est-ce que les TAO permettent de réduire les différentes causes de décès? Il semblerait qu'il y ait un impact important sur les blessures, sur les lésions corporelles, première ligne, overdose, incluant les empoisonnements, donc la deuxième ligne. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, le suicide qui est en troisième position, on est à une réduction de 50% ici chez les personnes traitées par agonistes des opiacés. Mais on constate également que le fait de prendre ce traitement réduit les autres causes de mortalité telles que les pathologies hépatiques, le cancer, les maladies cardiovasculaires, mais pas au même niveau. Nous avons également trouvé dans ces études aucune preuve concernant une réduction des décès liés à la séropositivité au VIH ou des infections de la peau ou des tissus mous bactériennes étant à l'origine du décès. Next slide, please. Diapositive suivante. Là, nous souhaitons montrer différentes périodes sous traitement par TAO ou pas, en fonction des différentes modalités également. Donc, dans ce schéma, nous avons agrégé dans les deux premières lignes, la méthadone et les deux panneaux du bas, la buprenorphine. Donc, dans le premier panneau, nous avons le risque de mortalité au cours des 4 premières semaines du traitement par méthadone. Dans le troisième panneau, nous avons les 4 premières semaines sous buprenorphine, comparé au reste du traitement buprenorphine. Et dans le deuxième panneau, nous avons les 4 premières semaines hors traitement méthadone par rapport à la période de stabilité sous méthadone. Et le dernier panneau compare les 4 premières semaines après l'arrêt du traitement par buprenorphine par rapport la période stable. Et nous voyons de manière générale qu'on a un risque multiplié par 6 de mortalité au cours du premier mois lorsque l'on sort du traitement par TAO, qu'il s'agisse de méthadone ou de buprenorphine. Et de manière globale, il semblerait qu'il y ait une multiplication par 2 du risque pendant les 4 premières semaines de traitement par TAO, mais ça uniquement pour la méthadone. On n'a pas d'augmentation du risque de mortalité pour les 4 premières semaines de traitement sous buprenorphine. Donc le fait de quitter le traitement, soit par méthadone, soit buprenorphine, comporte un risque très élevé de décès, enfin une augmentation considérable du risque de décès pendant les 4 premières semaines lorsque l'on cesse le traitement par méthadone ou buprenorphine. Diapositive suivante. Cette diapositive résume les preuves collectées concernant le TAO en milieu carcéral. Nous n'avons trouvé qu'une étude, en fait, une étude australienne qui s'intéressait à la mortalité, au risque de mortalité en prison pour des patients qui recevaient un traitement par agonistes des opiacés et des personnes qui ne recevaient pas ce traitement comme traitement d'entretien en milieu carcéral. Il a été montré qu'il y avait presque 75% de réduction ou un risk ratio de 0,24
Donc une réduction de 75% du risque de mortalité lorsque les personnes recevaient un TAO par rapport à ceux qui ne le recevaient pas. Il s'agissait là du taux de mortalité sur les personnes ne recevant pas le TAO et ayant un trouble d'utilisation des opiacés. Donc on est à 0,67 par 100 personnes par an contre 2,75. Mais après, ça, c'est soumis à interprétation. Deux études étudiaient l'impact de la sortie de prison lorsque des personnes quittaient la prison et recevaient un traitement. Quel était le risque de mortalité pendant les 4 premières semaines après la sortie de prison? Il y avait une étude en Australie et une au Royaume-Uni. Et là, nous voyons clairement que si des prisonniers ayant un trouble d'utilisation des opiacés quittent la prison avec un traitement, le risque d'overdose est de 3,5 personnes par année, et ceux qui sortent sans aucun traitement, le risque d'overdose est de 21,1 par 100 personnes par an. Oui, on est à 21% pendant les 4 premières semaines. Et le risk ratio, l'impact sur le risk ratio de sortie de prison avec un traitement par TAO permet de réduire le taux de mortalité de 80%. D'ailleurs, ce que vous pouvez constater, c'est que le fait de sortir de prison avec un TAO retire en fait cette augmentation du risque. Donc le niveau de risque est le même que pour la population en général. Next slide, please. Diapositive suivante. J'espère que je ne vais pas trop vite. Bon, vous étiez censé me le dire si j'allais trop vite, donc je n'ai pas eu de manifestation. Alors les deux prochaines diapositives synthétisent des preuves modélisées. En fait, ici, il s'agissait d'étudier le risque de mortalité dans 3 sites différents. Nous avons choisi le Kentucky, c'est-à-dire une région agricole, une région de l'Iran et une région de l'Ukraine. Et nous voyons ici le taux de mortalité, le risque de mortalité que l'on a observé chez les personnes toxicomanes comparé avec le risque de mortalité dans la population en général. Et vous voyez la même chose que nous avons déjà constaté lors des autres études, c'est-à-dire une hétérogénéité dans le taux du risque de mortalité. Les toxicomanes dans certains pays ont un taux de mortalité plus élevé, par exemple à Kiev, à Téhéran. Le taux de mortalité chez ceux qui s'injectaient des drogues était beaucoup plus élevé que aux USA dans les régions rurales. Mais pour les 3 sites, le risque de mortalité chez les personnes s'injectant de la drogue est beaucoup plus élevé que dans la population générale. On voit des différences également dans les causes de mortalité. Chez ces deux populations, dont je ne vais pas vous décrire les détails, les causes de décès liés au VIH étaient supérieures à Kiev et au Téhéran, beaucoup moins au Kentucky. Et le taux de suicide et d'overdose et de décès liés aux drogues était également très variable. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, nous avons une synthèse de différents modèles concernant les 3 sites mentionnés. En fait, la première ligne en haut, c'est quel serait le risque de mortalité dans ces 3 sites s'il n'y avait pas de traitement par agoniste des opiacés disponible. Si on retirait ce traitement par TAO. Combien a-t-on donc évité de décès grâce à ce traitement par rapport à la deuxième colonne qui est en fait un peu le statu quo, c'est-à-dire le nombre de décès évités grâce au programme actuel. Et vous constaterez qu'en fait, il n'y a que très peu de différence entre le risque de mortalité sans TAO
versus le risque de mortalité avec ce traitement, compte tenu du niveau de traitement actuel. Parce qu'en fait, la couverture est très limitée. Le traitement n'est pas beaucoup utilisé sur ces trois populations. Donc, en fait, il ne sert pas à éviter de nombreux décès par manque de couverture. Peut-être un peu plus à Téhéran qu'à Kiev ou dans le Kentucky, selon cette étude. Ensuite, on passe au scénario numéro 2, à savoir la troisième colonne. Alors ici, on dit on augmente le traitement par TAO jusqu'à 40% de couverture sur la population de personnes ayant un trouble de l'utilisation des opiacés et s'injectant de la drogue. Dans le troisième scénario, on améliore la rétention du traitement par TAO à 2 ans à peu près. On passe à 2 ans en moyenne. Et enfin, dans le quatrième scénario, je laisserai tomber la dernière colonne, le scénario 4, on introduit des traitements par TAO dans les prisons. Ce qui veut dire que des personnes qui n'ont pas de trouble d'utilisation des opiacés, mais qui vont en prison, reçoivent ou ne reçoivent pas de traitement par TAO. Et vous voyez ici que l'augmentation de la couverture et de la rétention introduit en fait et l'introduction du traitement dans les prisons ont un impact sur le risque de mortalité. Dans les 3 sites, on constate que l'on peut diminuer les décès par overdose d'environ un tiers, voire 50%. On peut également avoir un impact sur les automutilations, les suicides, et on a un impact substantiel également sur les autres causes de décès. Next slide, please. Diapositive suivante. But those are, that's, if you like, model estimates of Alors voilà des projections représentant ce qui peut se passer, bonne couverture et bon traitement au point. Alors ce qu'il faudrait faire beaucoup plus, c'est chercher à voir dans quelle mesure l'administration de ces TAO dans les différents pays a un impact. En d'autres temps, quel est le nombre de morts que ce programme permet d'éviter? Ce que vous voyez à gauche, qui reprend des données d'assez longue date au Royaume-Uni, montre la relation entre la durée moyenne du traitement, c'est-à-dire d'opiacés ou d'opioïdes, et la probabilité que un tel programme réduise le risque de mortalité de la population. Ce n'est que lorsqu'on a des durées moyennes supérieures à 1 an qu'on peut penser qu'il y a une probabilité de 80%, comme quoi on évite effectivement des décès dans la population. C'est une étude qui remonte à quelques mois et la durée moyenne de traitement TAU était inférieure à 1 an. In the right-hand panel, sur le schéma de droite, ce sont des données qui venaient de sortir sur l'addiction. Sur ce modèle, on s'intéresse aux personnes qui suivent le protocole de TAU à Sydney de 2001 à... On a simulé des cohortes où vous avez quelques 500 000 personnes qui avaient reçu ce TAU pendant cet intervalle et on a pu modeler, voir quel est l'impact de ces 50 000 personnes qui ont participé à ce programme. On peut dire que chaque année, vous avez 16 000 à 17 000 personnes qui recevaient ce traitement agoniste. La durée, 1,7 ans. Et période de cohorte, vous voyez qu'il y avait en moyenne 3 à 4 épisodes de traitement. De la même façon, pour les personnes qui sortent de prison, vous avez 7% des personnes qui sortaient de prison étaient sorties au cours de l'année même. Donc, plus de 5 000 morts et 15 000 morts par overdose. Les taux de mortalité se situaient à 1,2 par an de toutes causes confondues et 0,6 pour les décès dus à la prise d'alcool.
les gens qui entraient en traitement, qui sortaient du traitement, est-ce que au moment où ils sortaient de la prison, ils étaient encore traités? Et dans quelle mesure où la prise de traitement en prison permettait d'éviter des décès. C'est ça qu'on a cherché à voir. On a donc projeté que pour le programme permettait d'éviter 20% des morts dues à toute cause. Chez les personnes qui ont participé à ce programme, pour dire les choses autrement, le nombre de morts était supérieur de plus de 50%, toutes causes confondues, et 27% supérieur mortalité de toute cause. Et le programme de prison, c'est-à-dire les TAE administrés en prison, permettent de réduire le nombre de morts, 5% de mortalité due à toutes les causes, toutes causes confondues. Donc, on voit que parmi les personnes qui sont sous TAO, le programme fait une grande différence en ce qui permet d'éviter de nombreux décès. Alors, je ne suis pas très bien où j'en suis. Est-ce qu'il me reste beaucoup de temps ou pas? Je ne sais pas. Mais de toute façon, je crois que c'est la dernière dia que je vais vous montrer. On peut donc dire que ce traitement TAE est fortement associé à un plus faible risque de mortalité. Et mortalité, vous voyez que le suicide, le risque de est plus faible, cancer également, problèmes liés à l'alcool, à une pathologie cardiovasculaire ou mortalité due à la prise de drogue, tout ceci est plus faible, mais la mortalité est élevée lorsque les personnes quittent ces programmes de traitement TAO. Et pour ce qui est de la méthadone, et l'étude observationnelle, là aussi, également, c'est un peu plus élevé au cours du premier mois de traitement. On voit des preuves comme quoi ce traitement administré en prison permet d'abaisser le risque pendant le séjour à la prison et immédiatement après. Ceci doit être encouragé. Je pense que nous avons maintenant une nouvelle stratégie au Royaume-Uni et plusieurs personnes des fonctionnaires du ministère de la Justice disent qu'on pourrait peut-être tenter d'offrir des programmes de désintoxication en prison, mais je pense que ce serait absolument catastrophique et je crois qu'en fait, ça causerait plus de décès que ça n'en éviterait. Alors, il faut vraiment fidéliser la population et améliorer les dossiers, permettre d'offrir des traitements à les personnes qui sont incarcérées, ça marche. L'efficacité de ce programme a été évaluée. C'est un modèle qu'il faut offrir en Australie à toutes les personnes, pas simplement ceux qui sont soumis à un programme de PAD, mais également utiliser les mêmes données de cohorte, les utiliser dans d'autres pays, en France, au Royaume-Uni, pour ne parler que d'Europe, de façon à renforcer encore les preuves que l'on a, comme quoi ces traitements TAO peuvent réduire le risque de mortalité, ils peuvent également contribuer à abaisser le risque de mortalité dû à d'autres causes. J'espère que n'avoir pas abusé de votre patience. Thank you very much, Professor Merci Hickman. beaucoup, professeur Hickman. Très Très impressionnant, ce tableau que vous nous avez brossé. Nous avons le temps de prendre quelques questions s'il y en a dans la salle. Je vais commencer par une question. Can you hear me? Vous m'entendez? M'entendez-vous, professeur? Thank you. Pourriez-vous dire quelques mots de l'intérêt que présente ce traitement dans la crise des opiacés utilisés comme pour mettre fin à la douleur, pour soulager la douleur? Allô? Oh, yeah, sorry, I missed half of that question, sorry. Ah, désolé, il y a la moitié de la question qui m'a échappé. Aux États-Unis, comme vous le savez, il y a une crise d'opiacés.
On utilise beaucoup d'opioïdes ou d'opiacés pour soulager la douleur. Quel est l'effet de la méthadone sur cette épidémie? Ou quel pourrait-il être? Je crois dans la modélisation réalisée au Kentucky, on projette que si on augmente ce traitement ou ces programmes, si on les multiplie, et la rétention, dans un même temps, ceci aura un impact sur les morts. Je crois qu'il y a une évolution, disais-je, des causes de ces problèmes causés par la prise d'opiacés aux États-Unis, au Royaume-Uni également. Ceci remonte au fait qu'on a prescrit trop d'antalgiques, mais on est vraiment devant une crise avec le fentanyl. Donc la question qui est véritablement posée est celle de savoir quels sont les programmes de traitement qui sont nécessaires pour remédier aux problèmes que cause le fentanyl et en sus d'autres opioïdes. Y a-t-il d'autres questions? Non? Plus de questions? Eh bien, merci, professeur Hickman, et je vous souhaite une bonne après-midi.